Messieurs, dames, et vous les enfants, voici un jet de luxe exceptionnel avec un homme qu'on adore tous les soirs dans TBT9 sur W9 avec Cyril Hanouna. Évidemment, Michel Marie est avec nous. Je sais que vous êtes adorés. Les enfants vous aiment beaucoup, je le sais. Et alors évidemment, vous avez touché toute une population depuis que vous êtes avec Cyril Hanouna et avant au Nouveau Détective, où vous officiez toujours, cher Michel Marie. Merci d'être avec moi. Mon ami aussi. Hein. Absolument. Et Enquête criminelle. Et Enquête criminelle aussi avec la très belle Nathalie Renoux. On va en parler. Michel Marie est avec nous. Profitons-en. On commence tout de suite avec le jet de luxe. Plan de vol, c'est parti. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Mais juste avant, je vous explique comment ça va se passer. L'identité du passager. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre matricule, le survol de votre carrière. Où est-ce que vous avez commencé, mon petit loupard? Et puis après, on continuera avec le check-up de la santé. Et il est beau, Michel. Il est de plus en plus beau. Il a maigri. Tout ça, on va essayer de savoir comment il a fait. On continuera après avec une étape importante. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre portable, hein, Michel? Le mode avion. Est-ce qu'il va sur Twitter, X, ChatGPT? On continuera aussi avec la surprise du pilote. Sylvain viendra peut-être nous faire un petit coucou avec une surprise. On continuera avec le 7e ciel, l'amour. Pour finir, évidemment, une étape que j'adore, évidemment, c'est la classe affaires, l'argent et les questions interdites, la zone de turbulence. Michel Marie est avec nous sur W9 et sur M6+, que vous pouvez regarder évidemment à volonté, en replay, un Michel Marie à volonté. Évidemment, ça ne se loupe pas, on est d'accord? On est d'accord. Alors c'est parti Michel, ensemble avec le nom de famille. Marie. Prénom. Michel. On survole actuellement l'endroit où vous êtes né. On est où, cher Michel? Paris 14e. Paris 14e. Le petit Michel est né de qui et de qui? Petit Michel est né de Albert et Antoinette. Albert Marie, Antoinette Chevalier Appert. Des gens bien. Des gens bien. Ouais. Famille modeste ou famille aisée? Bourgeoise. Ah, bourgeoise, d'accord. Ouais. Ouais, il y avait de l'argent dans la maison. Plus du côté de ma mère. Ouais. Plus du côté de votre maman. Ils faisaient quoi dans la vie, vos parents, Michel? Mon père était directeur de marketing dans une boîte allemande. D'accord. Et ma mère a arrêté de travailler quand elle s'est mariée, parce que c'est une autre génération. Ouais. Et avant, il y avait eu la guerre, elle était officier dans l'armée anglaise. Et ensuite, elle a travaillé un petit peu à Paris, je crois qu'elle travaillait chez un notaire. Et ensuite, elle a arrêté de travailler quand elle a rencontré mon père après la guerre. Michel, comment s'est passée votre relation avec vos parents, avec votre maman? Vous étiez comment? Est-ce que vous étiez proche? Ou au contraire, il y avait des distances, ou avec votre papa peut-être? J'étais peut-être plus proche de mon père que de ma mère. Ma mère avait un côté très rigide, alors je l'adorais bien évidemment, mais elle était difficile d'accès. C'était quelqu'un d'assez froid. Alors qu'elle était très généreuse, très aimante, mais je crois qu'elle ne savait pas faire en réalité. Ouais. Et mon père était plus en rondeur avec, des grands guillemets. C'était un intellectuel, mon père. Mon père, c'est un intellectuel, il écrivait, il lisait énormément et il savait communiquer son savoir. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il avait moi, je me rappelle, il avait un côté un peu sauvage que j'aimais bien. Ouais. Il y avait des dîners organisés par ma mère, des repas de famille, etc. Et mon père, il en pouvait plus. Et avant le dessert, souvent, il se levait en disant « Je suis désolé, mais j'ai un travail d'écriture à faire, je vous laisse. » Et il partait, on avait un grand appartement, il partait à l'autre bout de l'appartement dans son bureau et il plantait tout le monde, quoi. C'est génial. Et je trouvais ça génial, en fait, d'avoir cette espèce de liberté de dire, en gros, vous m'emmerdez, je vais pas continuer à perdre mon temps avec vous. Et il se levait, il s'en allait. Vous avez des petites sœurs, des petits frères? Non, je suis fils unique. Fils unique. Vous l'avez bien vécu, ça? Bon, oui. Ouais. Vous avez pas manqué un frère ou une sœur? Je me suis pas posé la question in situ. Ouais. Alors, avec le recul, peut-être que j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur, ou les deux. Mais en même temps, c'était comme ça et c'était bien comme ça. Moi, ma famille, je l'ai reconstituée ensuite à l'extérieur avec mes potes au lycée, dans des camps de scouts, des choses comme ça. Vous étiez casse-cou petit ou pas? J'étais casse-cou? un peu, ouais. Ouais. Vous avez fait des conneries, non? Ah non, je faisais pas de conneries, mais enfin bon, j'étais un peu turbulent. D'accord, ouais.
pas délinquant, hein, jamais. D'accord. Mais oui, turbulent. Je passais mes vacances dans une propriété familiale dans le Loir-et-Cher. Et c'était génial parce qu'on avait des hectares de terre. Je crois qu'il y avait 90 hectares de forêt, de plaine, et des étangs. Enfin, c'était un bel endroit. Et je disparaissais les journées entières avec avec mes copains. On se barrait en vélo, on se cassait la gueule. Enfin, et puis quand j'ai eu 14-15 ans, ma tante ne voulait pas que je sorte le soir. Bon, on était paumés en pleine campagne. Hein. Vous y alliez quand même. Mais oui, je sortais par la fenêtre du premier étage. D'accord. Du premier étage? Ouais, j'avais installé une corde et je descendais en rappel. Extraordinaire. Et je prenais j'avais une mobilette à l'époque, donc je la poussais pour pas que le moteur fasse trop de bruit, pour pas réveiller ma tante. Donc je la poussais jusqu'au bout du chemin et après je démarrais ma mobilette et j'allais faire la Java. Vous avez eu vos parents longtemps, Michel? Non, malheureusement, ils étaient un peu âgés et du coup, Ils vous ont eu tard alors du coup. Ils m'ont eu très tard et je les ai perdus l'un après l'autre. Mon père avait été très, très esquinté par la guerre, hein. Il avait été prisonnier, il avait des problèmes de santé, il est mort à 78 ans. Ok. Et moi j'avais 30 ans quand il est mort. Ah ouais, d'accord. Donc votre mère, vous avez à quel âge? Ma mère était plus jeune, mais ça passait. Ouais. Ouais, d'accord. Ça passait, mais elle est morte peu de temps après. Elle est morte beaucoup plus jeune et elle est morte peu de temps après. Parce que c'était ces couples, vous voyez, fusionnels. Inséparables, ouais. Et surtout, ils étaient très dépendants l'un de l'autre. Ouais. Mon père s'occupait absolument pas de du côté domestique. Il travaillait, il gagnait de l'argent. Et ma mère gérait le reste. Mais c'était matériel, vous voyez ce que je veux dire? En revanche, tout ce qui était paperasse, impôts, tout ce qu'il y avait à régler, etc., c'est mon père. D'accord. Et quand mon père est mort, ma mère était complètement perdue. Elle savait même pas, elle savait pas faire ses impôts, quoi. Mais votre maman, elle est partie d'une maladie, Michel, ou Oui. D'accord, ok. Et ça, comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'enfant? Parce que vous étiez très proche d'elle, en plus, vous me disiez tout à l'heure. Enfin, c'était quelque chose qui a été... Parce que vous avez vu tellement de choses dans votre vie. C'est vrai qu'à chaque fois, vous racontez les faits divers et tout. Et c'est vrai qu'on vous a rarement dans le sentiment. Parce que, justement, on est obligé, je pense, de mettre de côté le sentiment quand on voit des affaires aussi folles que vous voyez, des affaires horribles. Et la perte d'une maman, ça doit quand même jouer beaucoup dans une vie. On dit que c'est la perte des piliers et que du coup, on se retrouve en première ligne. Ce qui était gênant, si vous voulez, c'est que les deux sont partis à 2 ans, 3 ans d'intervalle. Donc c'est très rapide, vous n'avez pas le temps de faire le deuil du père, que c'est la mère qui part. Après, bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est une fatalité. Je ne l'ai pas bien vécu, ça c'est une certitude. Mais de toute façon, vous savez comme moi qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut continuer à avancer. Et puis c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes très factuel? Il faut toujours qu'il y ait des faits pour que vous croyiez quelque chose? Ou au contraire, vous êtes du genre à croire qu'il puisse y avoir des fois des messages, par exemple de votre maman? Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, tiens, elle est là? Ou est-ce que vous croyez à ça? Ou au contraire, est-ce que vous êtes un mec hyper, bon voilà, cartésien? Bah non, je suis les deux. Elle est partie, elle est partie. Je suis les deux. D'accord. Je suis les deux. Vous savez, je suis étonné, je pensais que vous étiez hyper cartésien. Je suis extrêmement cartésien et factuel, mais la vie m'a prouvé qu'il y avait quelque chose. D'accord. J'ai assisté à des soirées, des scènes absolument étonnantes. Et donc, je suis convaincu qu'il existe quelque chose. Je suis convaincu que les morts sont pas loin de nous. Et j'ai pas de... C'est impalpable, hein, je peux rien vous expliquer là-dessus, mais j'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses qui me font penser que ça existe. Quand vous dites vu des choses, vous avez un exemple en particulier, Michel? Oui, j'ai assisté un soir à une soirée de table de guéridon qui tourne. C'était dans un très grand appartement du 16e, avenue Foch. Et le salon faisait à peu près 100 mètres carrés. Il y avait un piano à queue, il y avait une flûte traversière sur ce piano à queue. Nous, on était autour d'une table à l'autre bout du piano. Et il n'y avait que nous dans la pièce. Et à un moment, l'organisateur, je vous passe les détails, mais appelle les esprits en disant « Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi en faisant bouger quelque chose dans la salle. » Et d'un seul coup, la flûte traversière a traversé, c'est le cas de le dire, la pièce. Et là, je vous garantis, je n'avais pas pris de champignons, il n'y avait personne sur le piano et personne à côté de la flûte.
Et la flûte a traversé la pièce. Incroyable. Et après, je suis rentré en relation avec mon grand-père. C'est par les coups, hein. Le A, Ouais. c'est un coup, le B, c'est 2 coups, le D'accord. C, c'est 3 coups. Et en réalité, je me souvenais de son prénom. Donc, je l'ai fait appeler par l'organisateur. Et à un moment, je lui pose une question. Je lui dis, mais à quel âge tu es mort? Et en fait, je ne le savais pas. Parce que j'étais tout petit quand il est mort. Je ne savais pas l'âge de sa mort. Et il a tapé, je vous dis n'importe quoi parce que je ne m'en rappelle plus, mais il a tapé 83 fois. Et le lendemain, j'ai appelé mon père qui était encore vivant. Et j'ai dit, mais ton père, quand il est mort, quel âge avait-il? Et mon père me répond 83 ans. Incroyable. Ouais, Donc, comme quoi. je ne le savais pas, donc c'est pas moi qui ai pu Ouais. influencer la table. D'accord. Le prénom, je le savais, mais il me le donne quand même, c'était Eugène. D'accord. Un prénom qu'on n'invente pas. Et 83 coups, Incroyable. c'est incroyable. Donc, voilà pourquoi je crois qu'il y a quelque chose Après la mort. que je ne maîtrise pas. On enchaîne avec le survol de la carrière de Michel Marie. Bon, vous commencez vos études de droit pour entrer dans les forces de l'ordre. Et par la suite, bien, vous êtes embauché. Et notamment, c'est un job d'été, cher Michel Marie, qui va porter ses fruits, puisque c'était au Nouveau Détective. Alors, à l'époque, c'était pas le Nouveau Détective, c'est bien ça? C'était détective tout court. T'étais détective tout court, voilà. Cette photo, elle est sympa parce que on voit toutes les unes derrière, auxquelles vous avez participé, donc je suppose, parce que ça fait Bien combien sûr, de ouais. temps? 40 ans, non, c'est J'ai pas passé ça? 45 ans. 45 ans. J'ai passé 45 ans à Incroyable. détective. Parce que du coup, vous y êtes encore. Alors, j'y suis plus Ouais. officiellement parce que j'ai pris ma retraite, mais je continue à faire ce qu'on appelle la minute judiciaire de D'accord. détective. Et donc, toutes les semaines, je fais une petite vidéo sur le fait divers qui est le plus emblématique de la semaine. Et c'est sur TikTok notamment, ça Et cartonne. c'est sur TikTok. Vous avez vu les vues que vous faites? Non. Ah bah c'est du délire. C'est vrai Ah bah oui, c'est des 1 million et quelques, hein, c'est très très fort. C'est Pantoufle. C'est Pantouf, ça c'est le chien de ma rédactrice en chef, de D'accord. mon ancienne C'est rédactrice en chef. Vous avez des animaux, vous, Michel? Moi j'ai un chat. Un chat, d'accord. Il s'appelle comment? Il s'appelle pas. Ah, il s'appelle pas? Non, il s'appelle pas. D'abord parce qu'un chat, quand vous l'appelez, il vient jamais. Et ça, c'est le premier point. vrai. Et puis, je trouve ça ridicule d'appeler un chat par un nom. Je vais Ouais. l'appeler quoi c'est une chatte déjà. J'ai appelé Charlotte, j'ai appelé Caroline. ouais. J'ai appelé, enfin, Ouais. je trouve ça ridicule en fait. Un chien, ça a une raison parce que ça obéit. Ouais, ça- exactement, mais les chats, ça se c'est vrai dresse. Un chat, c'est un compagnon de vie extraordinaire. que- Mhm. Moi, j'adore mon chat. Il dort avec vous? Il dort avec moi. Votre petit chat dort avec vous dans Mhm. votre lit? Pas dans mon lit, sur mon lit. Votre chat dort sur votre lit? Sur mon lit. D'accord, ok. Mhm. Je savais pas que vous étiez comme ça, animaux et tout. Vous laissez dormir votre chat avec vous? Ouais. Ok. Bah, c'est la personne, enfin, c'est l'être vivant qui a passé le plus de temps avec moi. Hein. Ah oui, c'est vrai, bah ouais. Elle a connu Bah, tout le monde. elle a 5 ans, D'accord. 5 ou 6 ans. C'est un chat que j'ai trouvé. Hein. D'accord, ok. C'est un chat qui n'était pas fini qui n'était pas sevré et qui était à l'abandon dans le village à côté de chez moi. Et du coup, je l'ai récupéré. L'affaire Grégory. Ah, ça, c'est une affaire qui a fait tellement couler d'encre et alors, qu'on adore parce qu'on n'a toujours pas trouvé au final, même si, bon, bah, je crois que Dominique Rizet m'avait dit qu'il y avait quand même on avait quand même une sortie là, hein, au niveau de l'affaire. Elle est importante cette affaire parce que c'est une affaire avec laquelle vous avez commencé. Moi, j'ai vu évidemment le reportage Netflix que j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est formidable, hein, sur 3 ou 4, peut-être 5 ou 6 épisodes, pardon. Vous étiez dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, Michel Marie, on connaît le fin mot de l'histoire concernant Grégory, ce petit enfant qui évidemment avait été Non, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. tué dans la Vologne? Ça a commencé en 1984, si j'ai bonne mémoire. Octobre 84 ou novembre 84. Et on est en 2026 et le dossier est toujours pas ni refermé ni résolu. Alors, il y a eu plein d'avancées, mais c'est toujours pas terminé. Donc c'est l'histoire la plus longue de ma carrière et elle m'a suivi quasiment tout le long de ma carrière. Pour vous, c'est quoi le fin mot de l'histoire pour l'affaire Grégory? Votre hypothèse à vous, Michel? Bah, ce que je pense, c'est qu'on n'était pas très loin de la vérité dès le départ. C'est-à-dire que quand les gendarmes ont interpellé Bernard Laroche et Muriel Boll, ils les ont placés en garde à vue. Muriel Boll a dit un certain nombre de choses qui ont permis d'ailleurs de mettre en examen, à l'époque on inculpait, hein, donc d'inculper Bernard Laroche
et de le mettre en prison. Il était incarcéré. Ensuite, il y a eu un couac de procédure parce que comme Muriel Boll était mineure, il fallait que le juge d'instruction soit présent pour la prolongation de la garde à vue, sauf que le juge était introuvable, qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, et que quand il a fallu renouveler la garde à vue de Muriel Boll, on n'arrivait pas à joindre le juge, donc on est obligé, enfin les gendarmes ont été obligés de la remettre dehors. Elle est rentrée chez elle, dans sa famille, et quand elle a été remise en garde à vue, les choses avaient un peu changé, et elle donnait plus du tout la même version. Donc pour vous, c'est la première version qui était la bonne. Je pense que c'était la première version qui était la bonne, mais alors le vrai souci, c'est qu'entre-temps, la procédure a été annulée, Ouais, bah oui. donc il y a eu toute une salade judiciaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 45 ans plus tard, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé, même si on a quand même une idée. Je pense que Bernard Laroche... Alors, pour arranger le tout, le juge, dans sa grande incompétence, a libéré Bernard Laroche sans explication. C'est-à-dire que le père de l'enfant, Jean-Marie Villemain, on lui dit « c'est Bernard Laroche qui a tué ton fils ». Et puis quelques mois plus tard, on libère le meurtrier. Et lui, il devient fou. Ouais. On lui a tué son fils, donc il devient fou, il prend un fusil et il va tuer Bernard Laroche. Et en tuant Bernard Laroche, il a tué le dossier. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après... mais elle sait sa femme, Bernard Laroche, s'il l'a tué ou pas. Probablement, mais... Muriel Boll, elle connaît la vérité. Pourquoi elle ne le dit pas à l'âge qu'elle a si... Elle a même fait un bouquin où elle dit qu'elle ne sait pas. C'est la belle-sœur de Bernard Laroche. Ouais. Bernard Laroche avait des enfants. Elle est la tante des enfants de Bernard Laroche. C'est un imbroglio familial terrible. Si, par extraordinaire, on avait pu joindre le juge ce soir-là, qu'il avait pu prolonger la garde à vue de Muriel Boll, ils auraient terminé la procédure comme ça. Elle aurait peut-être été d'ailleurs incarcérée à cette époque-là, elle avait 15 ans, hein. Ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas eu lieu. Et je pense que le dossier aurait été réglé beaucoup plus rapidement. Mais là, il y a eu un cafouillage. Ce pauvre juge, paix à son âme, il s'est donné la mort là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Avec une lettre qu'il a laissée d'ailleurs. En expliquant que d'ailleurs, ce qu'il avait sur le cœur était trop lourd à révéler. Je crois que c'est un peu... c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu plein d'autres magistrats qui ont repris le dossier après lui. Qui n'ont pas réussi beaucoup plus. Et il y en a un notamment qui a fait une sorte de rapport en parlant de l'incompétence du petit juge Lambert, alors que lui était très content et très satisfait de son histoire. Et il découvre des années plus tard qu'en fait il était la risée de la profession, qu'il avait été ridiculisé par son successeur. Et il l'a très mal vécu. Il était en retraite, il vivait au Mans. Après, vous savez, un suicide, c'est jamais une seule cause. Ouais. Hein. Il y a probablement d'autres problèmes qui sont venus se greffer là-dessus. Mais je pense qu'il a pris conscience d'un seul coup, et à sa retraite, après 40 ans de fonction, qu'on se foutait de lui, quoi. Qu'on ne l'avait pas pris au sérieux et qu'il était extrêmement critiqué. Personnalité des médias qui, comme vous, est très, très, très médiatisé, notamment dans les affaires de faits divers, c'est Dominique Rizet. Ça tombe bien, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps et il nous a parlé de vous. Regardez, cher Michel Marie, ce qu'il a dit sur vous. Avec Michel Marie, on a vécu des histoires tous les deux. Lui était un détective, moi j'étais un François. On partait en reportage, on ne disait pas à nos chefs qu'on était ensemble parce qu'eux pensaient que c'était impossible de travailler. On était tous les deux, on suivait l'histoire, on prenait une bagnole de loc, on s'en allait à l'autre bout de la France. On se faisait des hôtels, des bons restos, mais on était... Mais c'est un bon vivant, Michel Marie. Bien sûr, mais c'est surtout un super journaliste. Ouais. C'est un vrai enquêteur qui a un carnet d'adresses fabuleux et puis qui passe... vous l'avez entendu parler, Michel, avec sa grosse voix et son blouson de cuir, on dirait un flic, quoi. Quand il arrive quelque part, les flics s'écartaient pour le laisser passer. Il ne faisait pas de la télé, hein, c'est ça, moi non plus, on n'était pas connus, mais il a les codes. Ouais. Il a le langage des flics, il parle le flic, il a tous les codes qui lui permettent de passer. Et ensemble, on est allé dans des cours de ferme, sur des faits divers. Ouais. On a fait des trucs, mais vraiment incroyables, quoi.
Vous, et c'est marrant parce qu'il parle de vous avec beaucoup de respect et puis on sent de l'amitié, quoi. On sent que c'est un vrai copain. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Il est très droit, lui, hein. Très réglo. Ouais. Mais je l'ai connu, il était tout jeune journaliste et moi aussi. Et il était au Parisien. Et moi, je faisais mes premières armes à détective. On est dans les années 80. Et c'est vrai que les flics, enfin la police, pardon, je reprends les termes de Dominique, mais s'écartaient quand vous arriviez parce que vous faisiez vraiment policier ou commissaire. Non, mais je les connaissais bien surtout parce que c'était une autre époque. Ouais. Et moi, j'ai travaillé quasiment toute ma vie avec les flics. C'était les meilleures sources qu'on pouvait trouver. Mais alors justement, vous avez quel rapport avec eux aujourd'hui? Parce que vous faites arrêter comme tout le monde, Michel. Oui, non, mais ça, c'est deux choses différentes. Il y a le travail, c'est la police judiciaire, c'est la brigade criminelle, c'est les brigades centrales, c'est les stupes, le banditisme, etc. C'est pas ceux qui vous arrêtent au coin de la rue. Hein, c'est pas du tout le même métier. Après, quand je me fais arrêter au coin de la rue, je me fais arrêter au coin de la rue. D'accord. Mais ça m'arrive rarement Ils vous disent quoi quand ils vous arrêtent? Ils vous reconnaissent? Souvent, oui. Et ils vous disent quoi? Ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien. Ils vous taquinent? Non, au contraire, ils sont plutôt admiratifs en général du travail qu'on fait. Quand je dis on, c'est enquête criminelle, c'est détective, c'est également TBT9. Est-ce que vous avez fait appel à la police pour des raisons personnelles? Est-ce que ça vous est déjà arrivé pour des amis, pour de la famille ou pour vous, hein, pour une affaire personnelle? Pas dans mon souvenir, non. Jamais. Non, je crois pas. Enfin, j'ai sûrement dû appeler la police une ou deux fois dans ma vie, mais pour des bricoles, peut-être parce que j'avais été cambriolé ou j'ai été déposer plainte parce qu'on avait volé ma voiture. Enfin, vous êtes fait voler votre voiture, ça vous est arrivé? Oui, il y a très longtemps. D'accord. Je me souviens plus de quelle voiture il s'agit, ni où c'était, mais oui, ça m'est arrivé de me faire voler une voiture. C'est la Ferrari ou la Lamborghini? Non, c'était ni l'une ni l'autre, sinon je m'en souviendrai. Autre personnalité importante, moi que j'aime beaucoup, c'est ce monsieur. Est-ce que vous le connaissez? Jacques Pradel. Bien sûr, je le connais. Je l'aime beaucoup. Ouais, super mec, hein, la façon de raconter. Vous avez il a tout. Ouais. Il a tout. Ouais. Il a à la fois une voix exceptionnelle. Il a une connaissance du fait divers exceptionnelle. Ouais. C'est un énorme bosseur. Et moi, j'ai fait, à l'époque où il était à Europe et à RTL, je ne sais combien d'émissions avec lui. C'est Café Crime, je ne me rappelle plus. Il y en a eu plusieurs. Mais je l'ai même vu à la télé à l'époque où il faisait témoin numéro 1. J'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour cet homme. Autre concurrent, il s'appelle Christophe Ondelat. Je ne le connais pas. Enfin, je le connais pas, si, j'ai déjà vu à la télé, évidemment, mais je ne l'ai jamais... Je sais que vous n'êtes pas fou de ce qu'il fait. Non. Non, je trouve qu'il surjoue. Jacques Pradel, il a une légitimité pour raconter ses faits divers. Christophe Ondelat, à mon sens, n'a pas cette légitimité. D'accord. Il y en a peut-être une, mais en tout cas pas celle-là. Et ce que je lui reproche, mais après, je ne suis pas l'arbitre de ses élégances, hein, il fait ce qu'il veut, c'est de surjouer. Alors, il ne le faisait pas sur Fait entrer l'accusé, mais là, les quelques sur Europe 1, là. émissions que j'ai écoutées sur Europe 1, c'est insupportable. Il imite le bruit de la porte qui claque, le grincement des pneus sur les graviers. Enfin, il incarne l'histoire un peu. Oui, mais c'est même plus incarné, là. C'est une espèce de mise en scène qui, à mon sens, je dis bien à mon sens, est un peu exagérée. Alors, elle n'est pas dans les faits divers, mais c'est aussi une investigatrice. C'est cette femme, est-ce que vous la connaissez? Oui, c'est pareil, je la connais de vue, j'ai regardé ses émissions. Élise Lucet. Élise Lucet, bien sûr, oui. Je l'ai écoutée surtout à la commission récemment, où j'aime pas tirer sur des confrères ou consoeurs. On ne fait pas le même métier. D'accord. Hein. On ne fait pas le même métier et son principal employeur, qui est quand même France Télévisions, est dans une telle tourmente aujourd'hui que je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de tirer sur l'ambulance. Mais c'est quand même très discutable tout ce qu'ont fait ces gens-là, pas que elle. Vous n'êtes pas fan de ces manières de, par exemple, de courir derrière elle avait couru derrière Rachida Dati, je me souviens, où elle va derrière à la sortie des bureaux de certaines personnalités, justement pour les choper, tout ça. Vous en pensez quoi, vous, Michel, de ça? Je vous dis une fois de plus, je ne suis pas le juge de mes confrères et consoeurs.
Je n'aime pas particulièrement ces méthodes, mais je ne juge pas les gens qui les pratiquent. Je suis une fois de plus pas l'arbitre de leurs élégances. Ils se débrouillent, ils font leur vie et ils essayent de gagner leur vie en faisant un travail que j'ai pas envie de juger. 45 ans au Nouveau Détective, et puis un jour, Cyril Hanouna vous appelle pour une émission Touche pas à mon poste. Ils ont besoin de vous pour un sujet, alors je sais plus quel sujet c'était. C'est Lola. Lola, l'affaire Lola, voilà, qui avait beaucoup fait parler. Vous venez, et quand vous venez, il se dit c'est génial, il faut qu'il revienne. Pourquoi? Parce que vous incarnez l'histoire. Alors je sais pas d'où il vous connaissait, Michel Marie. Mais je crois qu'il aime bien les faits divers, Cyril, ouais. et je crois qu'il regardait Enquête criminelle sur Ouais. W9 à l'époque, enfin c'est ce qu'il m'avait dit. Et je crois même qu'il a lu plusieurs fois Détective. Quand il y avait un gros fait divers, ça l'intéressait, il achetait Détective. En tout cas, je sais qu'il regardait W9 parce que ça, il me l'a dit. Et moi, j'avais déjà été approché à plusieurs reprises, il m'avait appelé, enfin pas lui, mais son rédacteur en chef à l'époque, m'avait appelé à plusieurs reprises. Et puis moi, c'était compliqué, j'avais pas le temps, j'étais en province. Détective me prenait beaucoup de temps, donc j'étais peu disponible, jusqu'à l'affaire Lola. Et affaire Lola, là vous avez en effet montré qui vous étiez avec votre manière d'être, votre verve, et vous lui avez plu, tellement plu que vous allez revenir pratiquement tous les jours, et puis qui va installer, c'est vrai, cette chronique, entre guillemets, cette chronique jusque à vous mettre, même pour la rentrée, en premier interlocuteur des téléspectateurs. Vous faites une espèce de vanne, tout est début d'émission, il y a projecteur sur vous, où est Cyril Hanouna, on l'a perdu, et c'est vrai qu'il vous met extrêmement en avant. Vous allez vivre énormément de choses avec Cyril Hanouna, même la nouvelle chaîne sur laquelle il nous a emmenés, avec moi ici. Aussi, je le remercie une nouvelle fois. C'est W9 sur laquelle nous sommes actuellement aussi avec le Jet de Luxe et sur M6+, qu'on embrasse. M6+, sur lequel vous pouvez retrouver cette émission évidemment en replay. Il vous emmène sur tout beau, tout neuf. Et il va vous emmener avec évidemment toute une équipe dont on va parler dans un instant. Alors c'est quelque chose de très drôle, c'est quand Cyril Hanouna vous imite. Il adore ça. Il adore ça. Il fait cette tête qu'on va voir à l'écran. Est-ce que vous, Michel Marie, vous savez imiter Cyril Hanouna? Ah voilà quoi, voilà. Hein, non, je sais pas, je suis pas. Bah, il dit voilà souvent ou t'emmerdes pas. Mes petites beautés? Mes chéris. Ah oui, mes chéris. Mes chéris. Ouais, t'emmerdes pas avec ça. Mais non, mais il est beaucoup plus doué que moi dans l'imitation et plus doué que moi et pour le reste aussi. Si vous deviez imiter Cyril Hanouna qui vous présente, vous le feriez comment, Michel? Si je devais imiter Cyril Hanouna qui vous me présente. présente, c'est une mission impossible que vous me demandez. Déjà, j'ai du mal à l'imiter parce qu'il est inimitable. Il chante, il danse, il bouge, il fait des grimaces, il a un talent, il est inspiré de Coluche quelquefois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'ai un peu le sentiment que c'est la réincarnation de Coluche. La réincarnation de Coluche, ouais, c'est vrai. Cyril, de temps en temps, je me dis, mais c'est la réincarnation de Coluche. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des vannes que vous prenez mal, Michel? Non. Jamais. Enfin, venant de lui, non. Par contre, quand c'est des autres, des fois, ça peut poser problème. On va en parler dans un instant. Quand il vous imite, il force quel trait quand il fait ça, Michel? C'est les horaires, c'est la grosse voix, c'est... Bon, alors, il était 18h15. Donc, il surjoue complètement mon personnage. Ouais. Moi, je parle pas comme ça. Enfin, je n'ai pas le sentiment que je parle comme ça. Michel, vous parlez comme ça. Je parle comme ça. Ouais. D'accord. Mais cette voix, elle vient d'où? C'est la club? Ah bah oui, sans doute. Mais vous poussez ou pas? Parce que là, même dans la vie, vous êtes d'accord, totalement naturel. Là, je viens de pousser pour l'imiter, lui, quand il me limite, moi. Ouais. D'accord. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir cette voix-là. Vous vous appelez en dehors avec Cyril Hanouna Pas souvent. Non, pas souvent. Si, on s'est déjà parlé quelques fois, bien sûr. Okay. Ouais. Vous vous dites quoi quand vous vous appelez? Je l'ai appelé quand il a perdu son papa. Je l'ai appelé. D'accord. Ah, vous l'avez appelé quand il a perdu son papa. Bah oui, c'est quand même la moindre des choses. D'accord. Je l'ai de temps en temps au téléphone, mais c'est généralement pour le boulot. D'accord, ok. Quand il a une idée et qu'il me propose par exemple, de raconter mes histoires. Là, à la rentrée, pendant un mois, j'ai raconté des souvenirs de reportages. Donc ça, on a eu quelques échanges téléphoniques avant pour mettre ça au point. Ça va toujours très vite, en fait, avec lui.
C'est-à-dire qu'il a une idée et puis le lendemain, c'est à l'antenne, quoi. Ouais, mais alors c'est ce qui est quand même agréable, c'est action-réaction. On n'y passe pas 6 mois à réfléchir, à faire du jus de crâne. Il a une idée dans son bain et dès qu'il est sorti de son bain, il vous appelle et le lendemain, c'est à l'antenne. Qu'est-ce qui vous fait rire chez lui? Tout. Tout. Le personnage me fait rire. Il y a rire et il y a une partie amusement et une partie admiration. Ah, vous êtes admiratif. Admiratif, faut pas exagérer, mais oui, si, il y a une part d'admiration. D'accord. Moi, je suis admiratif du talent. Voilà, un garçon qui a, à mon sens, un talent incroyable et qui a réussi là où plein de gens se sont plantés et qui vit en riant en permanence. Moi, l'autre jour, j'étais dans la loge, je préparais l'émission du soir. J'étais tout seul dans la loge. La porte était ouverte et j'étais arrivé un peu en avance, donc l'émission n'avait pas commencé. Et Cyril revenait de l'émission de radio, il allait dans sa loge, qui est juste celle d'à côté. Et d'un seul coup, je n'ai ni vu ni entendu, j'entends un éclat de rire. Mais un rire qu'on connaît tous, qui est très bruyant. Et là, je relève la tête, je me dis, ils sont une bande... Il était tout seul. Il rit tout seul, dans sa loge? Non, dans le couloir. Il marchait, il arrivait à sa loge. Et alors, il a dû repenser à quelque chose de drôle, une connerie. Et il a éclaté de rire tout seul dans le couloir. C'est génial comme nature. C'est génial, c'est exceptionnel. Vous prenez du plaisir à venir tous les soirs? Énormément de plaisir. Plus qu'avant? Ah oui, et puis plus ça va, plus je prends du plaisir à venir tous les soirs. D'accord. Bon, je vous sens hyper à l'aise en plateau. Maintenant, vous n'hésitez pas à répondre. Mais ça a été compliqué au départ, si vous voulez. Moi, je viens de la presse écrite. Je viens de quelque chose de la justice, la police, on ne s'amuse pas tous les jours avec ça. Donc, je travaille avec des gens avec lesquels on ne rigole pas. J'arrive dans cette émission, il faut que je trouve ma place à raconter des faits divers, donc des histoires tristes et dramatiques, au milieu de gens qui s'amusent, qui sont dans le divertissement. Et longtemps, j'ai pensé qu'il fallait être en position de retrait par rapport à eux. C'est-à-dire, bon, eux font leur émission, ils s'amusent, ils se lancent des vannes, etc. Moi, j'avais le devoir, pas de réserve, mais le devoir de rester un peu à l'extérieur de tout ça, de ne pas participer à leur rigolade. Puis arrive Fabien Lecavre. Big Glaoui. Qui est assis à côté de moi et qui m'amuse beaucoup, que j'étais un garçon que j'aime beaucoup. Et petit à petit, il m'a déridé. Et puis on se voit dans la loge, on discute. Et vous parlez de quoi ensemble? De tout. Michel, moi je sais de quoi vous parlez. On parle, c'est surtout lui qui parle, moi je ne dis rien. Il parle de quoi? Lui, il parle de la vie. Il parle de cul, on va pas se mentir. Il peut parler de cul quelquefois. Mais disons-nous les choses, Michel. Mais je vous écoute. Voilà, il parle un peu de cul. Non mais attendez. Mais c'est un peu de la provoque. Attendez Michel, c'est pas il parle de cul, pardon pour ce mot qui est très osé. Il ne parle que de ça. C'est un peu vrai, oui. Non mais c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez être dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui dans la loge, qu'il puisse y avoir Daniel Moreau, Isabelle Morini-Bosque, n'importe qui, Géraldine Maillet, Valérie Benaïm. Vous arrivez, vous êtes sûr que s'il y a Michel Marie et Fabien Lecavre qui sont là, ça va parler. Voilà. Il va vous lancer sur un truc qui n'a aucun sens. Et voilà, sans que ce soit le Viagra, le gingembre, à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est extraordinaire. Il a ça dans le sang. Oui, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que en plus, je participe pas à la discussion. Mais pas du tout, il peut répondre tout seul à ça. Il se fait son numéro tout seul. Oui, tout seul, ouais. Et il attend de votre réponse, si vous ne répondez pas, il réenchaîne. Il plante généralement, il lance une fausse info me concernant. Par exemple, alors Michel Marie a fait l'amour hier soir, alors c'était bien Michel. Non mais c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais. Et vous êtes là spectateur d'une connerie qui on ne peut pas l'arrêter, donc... Est-ce que vous savez, c'est peut-être un problème, non? Est-ce que Big Glaoui n'aurait pas un problème? Je ne suis pas psychiatre. Mais il vous amuse beaucoup en tout cas. Il m'amuse beaucoup et je l'aime beaucoup. Ouais, c'est un ami et c'est un gentil monsieur. C'est un très gentil mec. Ouais, c'est un très gentil mec. Big Glaoui, et puis il y a cette terrible phrase. Pauvre mec. Oui, vous l'avez dit. Vous l'avez dite. Cher Michel Marie, cette phrase, c'était une injonction envoyée à Gilles Verdez.
qui avait été trop loin peut-être ce jour-là. Je pense, oui. Ouais. Et vous étiez sérieux, hein, parce que beaucoup de gens qui se sont dit, ouais, est-ce que c'est un jeu? Sachez qu'il n'y a aucun jeu Non, j'étais sérieux. dans TBT9. Voilà, des fois, on exprime plus ce qu'on est. Moi, je sais que j'ai un côté peut-être plus rigolo pour les gens qui me regardent. Parce que je suis sur un autre délire, et c'est vrai que quand je vois Cyril, il m'impressionne, et donc du coup, je pars un peu en délire. Mais c'est vrai qu'on est vraiment nous-mêmes, et c'est vrai que ce jour-là, vous l'avez mal pris, Michel. Je me suis énervé, ouais. Je me suis énervé parce que j'étais intervenu sur un débat, c'est l'histoire des enfants dans les trains qu'on interdit ou pas. Voilà. Et je relance la machine en disant, mais peut-être que si les parents s'occupaient un peu plus de leurs enfants, on n'arriverait pas à les interdire dans les trains. Et là, il m'apostrophe, c'est-à-dire qu'il hésite, et Cyril lui dit, bah oui, tu peux poser des questions à Michel Marie, toi. Et là, il me regarde, et au lieu de me répondre quelque chose d'intelligent, il me dit vieil aigri. Ouais. Et là, je pète un plomb, en fait. Je pète un plomb, et je lui dis, mais je vous interdis de me parler comme ça. Et il me dit, mais Cyril m'a dit que je pouvais m'adresser à vous. Je dis, oui, mais il vous a pas dit de m'insulter. Et à la fin, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez à opposer à ma remarque? Ouais. Et il prend un air dédaigneux en disant, oh, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et c'est là que je lui dis, pauvre mec. Bon, sachez pour l'info qu'on s'est réconciliés. C'était lui qui a voulu dîner avec vous? Parce que c'est comme ça que c'était vous deux? Il s'est excusé le lendemain sur le plateau en disant je l'embrasse. En gros, bon, c'était un peu... le truc, un peu trop. Voilà. Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant ce serait peut-être quand même bien qu'on en parle. Parce qu'il y a eu un précédent, là, une semaine avant, où il avait dit mais Fabien et Michel Marie, je peux pas les blairer. Ouais. Donc, j'ai dit ça commence à faire beaucoup et je voulais surtout pas d'une ambiance comme ça. Bien sûr, c'est important. Moi, j'ai besoin de transparence et j'ai pas besoin d'avoir un ennemi sur le plateau. Alors, surtout que je ne comprenais pas pourquoi il... Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi Gilles Verdez en avait contre vous? Tout à fait, j'ai compris. Donc, du coup, on a échangé par SMS et j'ai dit, écoute, on va mettre les choses à plat, on va dîner ensemble. Parce qu'à l'origine, c'est plutôt un mec que j'aime bien. Alors, je partirai pas forcément en vacances avec lui, mais sur le plateau, dans les loges, etc., j'ai toujours eu plutôt de bons rapports avec lui. Et j'avais déjà déjeuné avec lui il y a 2 ans. Il a raison, donc du coup, pourquoi il vous aimait pas? Alors, on l'a jamais su, ça. Si. Moi, je vais vous expliquer. Un jour, j'ai gueulé à la rédaction en chef parce que j'avais préparé, il m'a demandé de préparer 6 sujets. Donc, j'avais préparé mes 6 sujets. Pour préparer 6 sujets, c'est 2 heures de boulot, voire 2 heures et demie. Je suis arrivé sur le plateau et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai pas passé un seul. D'accord. Et il donnait la parole à chaque fois, Cyril donnait la parole à chaque fois à Gilles, ou à Chana, ou à Gilles, ou à Chana, ou à Gilles. Et moi, c'est comme si j'étais pas là sur le plateau. Et le lendemain, ou peut-être le soir même, j'appelle le rédacteur en chef, je dis, mais c'est quoi ce cirque? Je dis, vous filez tout à Gilles Verdez et vous me donnez rien à moi. Ah, d'accord. Donc, moi, me faites pas préparer 6 sujets si c'est pour ne pas me les... Et lui, il s'est dit, il a le melon. Et voilà. Le rédacteur en chef, qui a, à mon avis, un peu interprété les choses, a dit à Gilles, il y a un problème avec Michel Marie, il trouve que tu as trop de sujets, et lui pas assez. Ce qui n'était pas du tout mon propos. Moi, je suis ravi quand il bosse, hein, mais il faut un peu mieux répartir. C'est ça que je demandais en réalité. Bien sûr. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, tout roule. Tout roule. Donc du coup, vous êtes parlé de ça lors de ce déjeuner? Alors, je lui ai expliqué, c'est un dîner, je lui ai expliqué donc ça, et il m'a dit, ah bah oui, bah, effectivement, maintenant je comprends, parce qu'on n'avait objectivement aucune raison, on est tout à fait complémentaires. Et on a besoin de lui pour l'émission, et a priori, je pense que s'ils me prennent, ils continuent à me prendre, c'est qu'ils ont besoin de moi. Donc, c'est vraiment des guerres ridicules. Et donc, on a tout aplani, il m'a invité à dîner, on a passé un très bon moment, et on est parfaitement réconciliés. Et du coup, moi, le seul truc que je lui dis, je suis réfractaire à l'insulte. D'accord. Je ne supporte pas qu'on m'insulte. Ouais. C'est normal. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est des fois courant. Qui tu peux aller me chercher sur n'importe quoi, mon cher Gilles, mais ne m'insulte pas.
Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à éviter de le faire parce que ça peut avoir je peux avoir des réactions un peu brutales. Et donc aujourd'hui, si vous aviez un mot à lui dire là face caméra, à Gilles, vous lui diriez quoi? Bon, je lui dirais que c'est un mec que j'aime bien, c'est quelqu'un de bien, et qui a ses excès et qui est quelquefois touchant. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a un côté touchant, et puis je crois qu'il y a deux Gilles. Il y a le Gilles sur le plateau et le Gilles en dehors du plateau. Et le Gilles sur le plateau, quelquefois, se croit obligé de faire du bruit ou s'imagine qu'il faut aller au clash. Alors pourquoi pas, c'est son problème. Hein. Je suis là aussi, c'est pas moi qui vais le critiquer. Mais s'il peut éviter de m'insulter, c'est cool. Ça sera parfait. Mais ça, je crois qu'il l'a parfaitement compris. Aquababe est venu nous voir il n'y a pas très longtemps. Bon, bah, ça s'est très mal passé parce qu'il a dit que tout ce que vous disiez, enfin, ça lui plaisait pas parce qu'il n'avait pas compris un de ces mots. Alors c'est intéressant juste d'avoir votre avis sur cette nouvelle génération qui fait aussi un peu des enquêtes. C'est la nouvelle génération 2.0. Bah, écoutez, je suis désolé, mais enfin c'est presque faire insulte à l'enquête que de dire qu'il fait des enquêtes. Non, mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est il avait retrouvé Dupont de Ligonnès sur l'île de Malte. Ouais. On a vu le résultat. Évidemment, ça n'avait ni queue ni tête. Et là, sur cette histoire de chien kidnappé, pas kidnappé... Par Cyril Schreiner. Je n'ai même pas de commentaire à faire parce que d'abord, c'est pas mon monde. D'accord. Hein, là, je comprends pas comment ça fonctionne, tout ça. Et je pense qu'il faut laisser les professionnels faire leur travail. Pour retrouver Dupont de Ligonnès, moi je suis persuadé qu'il est mort, donc comme ça le problème est réglé. Mais si quelqu'un retrouve un jour Dupont de Ligonnès, si admettons qu'il soit vivant, c'est les flics qui le retrouveront. C'est pas Aquabébé là. Aquabébé. Ou Aquababa là. Mais ça c'est le premier point. Le deuxième point sur l'histoire du chien, j'ai pas de commentaire à faire. Enfin, je ne sais pas de quoi on parle en réalité. D'accord, ok. Ouais. Qu'un influenceur pour faire le buzz fasse kidnapper son chien, ça me paraît. Vous êtes déjà parti trop loin. Oui, déjà je suis plus là. Ouais. On va mettre une chroniqueuse en photo. Je voulais juste vous demander ce que vous en pensiez. Isabelle je l'adore, Isabelle Morini-Bosque. Elle est tout, elle est intelligente, elle est émouvante, c'est un très joli personnage. Mais Michel, je vous vois la regarder d'une drôle de manière. Non, calmez-vous. Arrêtez Michel. Vous avez une manière de la regarder très particulière. Mais pas du tout, c'était... Vous avez chaud Michel. Oui, parce qu'il fait très chaud dans votre... c'est ça, vous avez chaud depuis que cette photo vient d'arriver. Votre jet a quand même la qualité de ne jamais décoller et on y crève de chaud alors que dans les vrais avions, il décolle et en plus c'est climatisé. Donc pour en revenir à Isabelle Morini-Bosque, non, alors, je vais vous dire, j'ai un principe qui m'a tenu toute ma carrière. No job in job. Absolument. Donc. Mais sinon, si c'était, elle aurait pu vous plaire. J'en sais rien, mais je me suis même pas posé la question parce que je fonctionne pas comme ça. D'accord. Mais si on avait une sur le plateau, sur une île déserte. Ce serait qui? Mais non, mais le plateau n'est pas sur une île déserte. Mais sinon, c'est la mort. Il est à Saint-Denis. Mais non, je sais pas. Sinon, il y a Delphine Vespizer aussi. C'est pas mon âge. C'est pas ma génération. Elle est magnifique. Mais... C'est plus Isabelle. J'aurais peut-être tenté ma chance avec Delphine quand j'avais 40 ans. Mais aujourd'hui... On a une petite vidéo à vous montrer, c'est Dominique Rizet, une nouvelle fois, qui a parlé de l'émission, évidemment, TBT9. Et attention, ça va peut-être pas trop vous plaire, je crois qu'il a des vues sur l'émission. Regardez cet extrait, cher Michel Marie, et on en parle juste après. Si vous appelez Cyril Hanouna, vous pourriez y aller, vous aussi? Mais j'y suis allé, hein. Oui, non, mais en tant que chroniqueur. Comme chroniqueur non, parce que je suis déjà à BFM, mais je peux pas... Voilà. Et puis la place est prise, c'est Michel. Quand Michel sera mort, j'irai, je prendrai sa place. Oh non, mais c'est horrible. C'est extraordinaire. Michel, il va mourir, non? Ah oui. Bon, ben voilà. Enfin, il va mourir, je sais pas. Le jour Michel Marie meurt, Cyril Hanouna m'appelle et... Et vous y allez? Oui, j'y vais. Non, mais on ne souhaite pas du tout la mort de Michel Marie. Hein. Vous, non? Ah non, vous, oui. Ah vous, dès qu'il y a une place... Non, je rigole. Non, mais vous, c'est horrible. On rigole, Michel. Il est fou parce qu'il a mon âge.
C'est extraordinaire. On mourra ensemble. Bon, bah, désolé Dominique. Hein. Donc voilà, vous n'êtes pas prêt à laisser votre place quand même sur TBT9. Vous êtes Alors trop bien, non, d'abord, je suis pas prêt à laisser ma place, mais il y a de la place pour tout le monde. Hein. Moi, je suis quand même un peu en fin de carrière. Non, Bah si, donc j'ai aucun esprit de compétition. Ouais, c'est pas... Ouais. Moi, je suis là parce qu'on m'a demandé de venir et j'ai accepté de venir et j'y prends du plaisir. Alors, si un jour j'y prends plus de plaisir, j'arrêterai. Ouais. Et si un jour Cyril me dit bah, finalement ta présence sur le... je m'effacerai. On est tous remplaçables. Hein. Check-up santé, Michel, vous avez sur les 70. Là, vous avez une belle année, c'est 69. Ça se passe bien? Bah oui, ça se passe très bien. Vous aimez bien cet âge? Moyen. C'est compliqué parce que les chiffres, le chiffre 7 est impressionnant. Ouais. En même temps, je n'ai pas l'impression de les avoir. Ouais. Moi, dans ma tête, je suis un enfant, j'ai 40 ans et je continue à vivre comme si j'avais 40 ans. Sauf que je ne les ai pas, donc la fatigue. Mais en termes de santé, je l'ai dit sur le plateau il n'y a pas longtemps, j'ai un excellent médecin. Et il fait super gaffe. Il fait hyper attention à moi, je le vois régulièrement parce qu'on est amis, donc on se voit à la fois pour le boulot et également pour le plaisir et pour la santé. Et je touche du bois, tout va bien. Vous avez changé d'ailleurs physiquement parce qu'on va regarder une photo de vous avant. Et cher Michel, regardez cette photo, c'est quand même assez impressionnant. J'ai l'impression de voir une personne qui est plus âgée que la personne que j'ai en face de moi. Et ça, c'est certainement à cause du poids. Parce que vous avez perdu beaucoup de poids, Michel. Vous avez perdu combien? Je dirais au moins 10 kilos? Ouais, j'ai perdu 15 kilos. 15 kilos. Et ça a correspondu à ma retraite. D'accord. À détective, alors j'ai passé une vie exceptionnelle pendant 45 ans, mais l'organisation, c'est hôtel, restaurant le midi, restaurant le soir. Et bar éventuellement après avec les sources. Un petit coup derrière la cravate. Un petit coup derrière la cravate. Donc quand on vit pendant 45 ans à ce régime-là, les croissants du petit déjeuner dans les hôtels Mercure, les bons repas, parce que tant qu'à aller bouffer au restaurant, on n'a pas forcément envie de prendre un poisson sec avec un plat d'épinards. Et du coup, on prend du poids. Comment vous avez maigri, Michel? Eh ben, en mangeant chez moi. D'accord. En mangeant chez moi, en faisant des plats intelligents, en faisant un peu d'exercice alors que j'en faisais plus parce que j'avais pas le temps d'en faire. Donc la retraite a quand même quelques bienfaits. Vous êtes stabilisé ou vous continuez à perdre du poids? Non, c'est stabilisé, j'ai même repris un petit peu. D'accord, c'est pas grave. Non, c'est l'hiver. Ah, oui, c'est raison, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Vous avez fait la chirurgie esthétique? Jamais. Jamais. Vous y avez pensé? Oui, j'y pense, oui. À faire la chirurgie esthétique? Ah, vous m'étonnez. Vous aimeriez faire quoi? J'aimerais me faire retirer un petit peu les taches que j'ai sur les mains. D'accord. Et peut-être reprendre un peu le cou qui a tendance à pendouiller. Ce qui est normal, parce que comme vous avez perdu du poids. D'accord. Donc peut-être un petit... le jabot. Mais c'est tout. Le petit coup. C'est tout. D'accord. Ah, donc vous y pensez vraiment, d'accord, ok. Oui, puis je le ferai peut-être jamais. Hein. D'accord, ok. Mais c'est quand même dans vos têtes. Eh ben, je pensais pas, vous voyez. Vous êtes complexé de quelque chose? Non. Non. Juste après, peut-être le cou. Ah, c'est pas joli. Donc... Vous fumez? Oui. Beaucoup? Oui. Trop? Beaucoup trop. Un paquet par jour? Oui. Un paquet et demi? Oui. 2 paquets? Non. Un paquet et demi par jour? Oui, un paquet. Depuis combien de temps? Depuis que... D'accord. Vous avez essayé d'arrêter? Avant ma naissance. Vous avez essayé d'arrêter? Oui, 20 fois, mais ça marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. J'ai tout essayé. Hein. D'accord. Même les pics? Oui, là, dans les oreilles, l'acupuncture, j'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire? Non. Vous en avez Alors, je peux m'arrêter une journée, 2 journées avec un patch, mais dès que je retire le patch, je refume. Donc, Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec l'alcool, Michel? Non. Jamais? Non, j'ai... Bon vivant? Un bon vivant. Ouais, mais alors, j'ai jamais... autant je suis accro au tabac, autant j'ai jamais été accro à l'alcool. D'accord. C'est-à-dire que je peux boire 2 soirs de suite du champagne, du vin blanc, et j'aime bien le vin blanc. Même le boire éventuellement avec excès. Mais le 3e jour, et pendant 4 jours, 5 jours, je peux ne pas boire du tout et boire que de l'eau. Voilà.
Donc, et alors surtout, je conduis quand même beaucoup parce que j'habite loin et j'ai besoin de ma voiture. Et donc, pour d'autres raisons, l'alcool et la conduite sont incompatibles. Hein. Est-ce qu'il est vrai que vous aviez un petit rituel avant, quand vous rentriez chez vous, cher Michel Marie? Oui, c'est vrai, mais je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps. J'adore quand vous me le redites. Vous pouvez nous le dire sur W9, là? Qu'est-ce que vous faites? J'aime quand je rentre. Alors, j'ai la chance d'avoir une maison, belle maison, j'ai vu, totalement perdue dans la campagne, en bord de Seine. Et ce que j'aime, c'est me faire couler un bain, me servir un petit rhum et m'allumer un cigare au moment où je rentre dans mon bain avec de la musique. Donc, c'est-à-dire que... Musique forte, Ok. le cigare, le verre de rhum et ma baignoire. Donc, à poil dans le bain, avec Ah bah oui, on ne se baigne pas toute la vie. le cigare, le rhum et la musique. Voilà. Et Michel Marie c'est le bonheur. Vous le faites toujours? Pas tous les soirs, D'accord. parce que ma baignoire est dans mon bureau. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Votre baignoire est dans votre bureau? Oui, enfin mon bureau est... Bref. Mais qu'est-ce que vous... Mais attendez, c'est très bizarre ça. Non, pas du tout. Vous avez mis votre baignoire dans le bureau? C'est un problème d'architecture. D'accord, ok. Donc, mais non, mais c'est pas très compliqué. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne fais pas ça tous les soirs. Voilà. Okay. On passe en mode avion avec Michel Marie. Il y a quoi sur votre téléphone en fond d'écran? C'est qui? Mon chat. Votre chat. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous regardez? Un petit peu. Hein. Vous avez des demandes bizarres des fois? Oui, ça arrive. On vous propose quoi? Bon, c'est généralement des gens qui sont très aimables, qui disent m'admirer, aimer ce que je fais, et de temps en temps me proposer de me rencontrer, ce que je ne fais pas. D'accord, ok. Vous avez des demandes surprenantes? Ah, c'est surprenant, oui et non. Je pense qu'il ne faut pas s'en étonner, c'est la vie. Les gens ont envie de passer un moment avec vous. Ouais, de vous rencontrer, de discuter avec vous. Vous vivez comment la notoriété, Michel Marie? Je me rends pas compte que je suis connu. Ouais. Vous le voyez pas dans la rue? Si, je le vois, mais je me rends pas compte. Les gens, ils vous disent quoi quand ils vous reconnaissent? Bah, ils me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, continuez à faire ce que vous faites. Hier soir, sont c'était familiers, drôle. Je suppose que vous avez un côté très... Ouais, mais pas plus que ça. D'accord, ok. Pas plus que ça, c'est jamais désagréable. Est-ce que vous êtes déjà promené avec Big Glaoui? Parce que vous êtes le duo quand même. Est-ce qu'on s'est déjà promené ensemble? Oui, c'est arrivé. Ça doit être quelque chose, ça. Ouais, mais comme quand on est tout seul, quoi. D'accord, okay, puis bon, les gens ont un peu de mal aussi quand on est deux à venir nous aborder. Ils ont peur de vous déranger. Une personne toute seule, moi, au supermarché, c'est tous les jours. D'accord. Enfin, j'y vais pas tous les jours, mais à chaque fois que j'y vais, en tout cas, je n'arrive pas à la caisse sans avoir été abordé. Mais alors, finalement, je le vis plutôt de façon naturelle et simple. Je me dis que finalement, bon, tous les soirs, je suis devant dans leur écran chez eux. Ils me voient, j'habite au diable et ils sont très étonnés d'ailleurs que j'habite aussi loin. Il achète quoi, Michel Marie? Il a des petits kiffs Michel Marie, alors depuis qu'il est en retraite, Michel Marie, il essaye de manger très équilibré. Donc c'est des fruits. Moi, je vais au marché à Vernon tous les samedis matins. J'achète des endives, des brocolis, des choses fraîches, des tomates, des choses comme ça, des fruits, beaucoup de fruits. D'accord. J'essaye de faire poisson. Et puis souvent je bricole, hein, je prends une tranche de saumon. D'accord. Vous faites je mange pas beaucoup. Mange pas beaucoup. Lui, il aime bien manger, mais bon, c'est notre pilote d'amour, il s'appelle Silver, il va venir nous faire un petit coucou, parce qu'il a quelque chose à vous apporter. Bonjour, mon petit Silver. Welcome to W9. Welcome to M6+. Merci. Bonjour, monsieur Deluxe. Ah, monsieur Marie, bonjour. Je suis fan de vos analyses d'enquête. Et oui, tout à fait, c'est fabuleux. C'est le moment de la surprise. Oui. Je viens vous l'amener très rapidement parce que je dois aller vidanger le moteur de l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a atterri pendant quelques heures. Oui, là, vous êtes en atterrissage. Je n'ai pas senti qu'on avait décollé. Mais oui, vous avez vu un peu. Hein. Ah oui, c'est le progrès, c'est un jet très particulier. Voilà, donc je vais vite aller vérifier, puis je vous rends compte, monsieur Deluxe. Il est complètement dingue, vous avez vu le numéro que c'est? Vous imaginez cette personne sur TBT9? Ça serait une catastrophe. Je trouve que l'avion est mieux s'il est posé, surtout si c'est lui qui conduit. Merci. Vous avez raison. Merci de votre confiance. Merci, mon petit N'hésitez pas si vous avez besoin. Surprise de taille, on va la regarder, puisque c'est une surprise virtuelle, et on en parle juste après. Regardez. Salut Michel, tu me reconnais? 25 ans d'amitié, 25 ans que tu me supportes.
Et puis tu m'as même récemment offert la préface de mon livre. Je t'en remercie en public. Donc tout ça pour te dire que je sais que tu es dans le jet privé de Jordan Deluxe. Donc je vais faire décoller tout le monde parce qu'on va demander une anecdote croustillante entre nous. Il y en a des milliers, mais j'ai choisi celle des Albanais. Donc je reçois un coup de téléphone de la mafia albanaise, je reçois 2 Albanais à Paris, je leur fournis le matériel, ils venaient pour un contrat sur Christophe Ondelattre. Le choc, l'émotion. J'avais fait une émission avec lui auparavant sur RTL, je trouvais le mec sympa. Il y avait une embrouille, il y avait un problème, il y avait des commanditaires, après une émission, il saluait les gens, je ne sais quoi. Là-dessus, j'arrive pas, j'ai pas de solution, je sais pas comment faire. Je dégaine mon téléphone, je t'appelle comme d'habitude. Allô papa, ça va mal. Cette fois-ci, c'est moi qui te dis ça. Toi, tu commences à me dire, ouais, si je suis sur écoute, je dis non, mais t'inquiète pas, moi je suis sur écoute et je t'appelle pour te raconter l'histoire, comme ça je suis sûr que tu vas me sauver la vie. Et là, Michel, allô Michel, le bras long, bim, boum, boum. 1h30 après, tu me rappelles, et rendez-vous avec un grand big boss de la police parisienne. Tu me dis, vas-y, avec un appareil photo autour du cou, il va te prendre, comme pour un journaliste, rendez-vous à Montparnasse, et on va régler l'histoire. Les Albanais vont repartir tranquillement, Ondelattre sera jamais tué, et les commanditaires se feront tirer les oreilles. Donc voilà où on en est, petite anecdote, j'espère que ça va te faire sourire. Tu raconteras comment on s'est rencontrés, ça je te laisse le choix. Maintenant s'il faut une deuxième petite anecdote, un jour tu m'as appelé et tu m'as dit passe me prendre, je suis en cavale. Je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? T'étais rentré la nuit à 2h du matin après un jugement dans le nord de la France et t'avais mangé tout ce qui était dans le frigo, les concombres, tout ce que ta fille avait préparé pour son dîner du repas de midi qu'elle prenait pour l'école et t'avais tout bouffé et ta fille te cherchait partout dans la baraque et t'étais en cavale. Tu te rappelles de ça? Elle t'a supporté. Allez, je t'embrasse très très fort Michel. À très vite. Extraordinaire. Comment s'appelle ce monsieur? Manu le Gitan, Emmanuel Caldier. Incroyable. Non mais attendez, il y avait un contrat sur Christophe Ondelattre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient supprimer Christophe Ondelattre. C'est vrai cette histoire? A priori, oui. Et c'était suite à quoi? Alors, je me rappelle plus des détails, mais je crois qu'il avait des relations particulières avec un détenu qui s'était pas très bien conduit. Et il y avait des voyous qui voulaient le zigouiller carrément? Ouais, a priori, en tout cas, lui faire du mal, quoi. A priori. Ça existe vraiment, ça? J'hallucine, moi. Le problème, c'était la problématique que j'avais à ce moment-là. Moi, quand Manu me parle de ça, Manu, moi, ça fait longtemps que je le connais. Et autant au tout début, quand je l'ai rencontré, je dis mais c'est un mytho, il raconte n'importe quoi. Et en fait, j'ai tout vérifié et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais. Donc, quand il me dit il y a un contrat sur la tête de Christophe Ondelattre, je sais qu'au moins il me pipote pas. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être que c'est pas vrai. Mais en tout cas, lui, on lui aurait à ce moment-là raconté des conneries. Ouais, faut le prendre au conditionnel. Et de toute façon, je peux pas prendre le risque d'avoir connaissance d'un projet criminel et de rien faire. Donc du coup, vous avez fait quoi? Alors j'ai appelé un flic très haut placé qui était dans la direction de la police judiciaire à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, voilà l'histoire. En gros, je te refile la patate chaude. D'accord. J'ai un mec, donc Manu, qui m'explique cette situation. Qu'est-ce que... Je ne peux pas ne pas t'en parler. Ouais. Après, ça se trouve, c'est bidon. Mais ça, c'est à vous, poulet, de vous en démerder. Moi, ce que je peux faire, c'est te mettre en rapport avec Manu. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Et après, ils se sont démerdés tous les deux. Il n'y a jamais eu de problème? Non. Ondelattre est toujours vivant. Donc, et a priori, à ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative. Donc, ça... Mais c'était une vraie histoire? Je pense que oui. D'accord. Incroyable. Ouais, il vous en doit une, non? Je pense que oui. Oui, il était au milieu du truc. Il était entre le marteau et l'enclume. Mais vous pensez qu'il était au courant de cette histoire, Christophe Ondelattre? Je sais pas. Il va l'apprendre aujourd'hui. Écoutez... Incroyable. Je savais même pas que ça pouvait se faire. C'était un contrat de combien? Ah, je ne sais pas. Moi, j'étais mon seul contact, c'est Manu, qui me dit en gros, l'affaire est trop grosse pour moi, je ne sais pas quoi faire. Évidemment, je ne peux pas ne pas bouger, mais il faut m'aider, quoi, en fait. Vous l'avez rencontré comment, Manu le Gitan? Une vieille histoire. En très court, hein. En très court, il avait kidnappé des banquiers suisses, mais un peu à la méthode Robin des Bois, parce que les banquiers suisses n'avaient pas été très réguliers avec des amis à lui. Et c'était une copine du Parisien à Créteil qui m'avait organisé un rendez-vous avec lui.
Et je déjeune avec lui et j'hallucine, j'ai vraiment l'impression que j'ai affaire à un fou, quoi. Il me raconte des trucs. Je dis, Il a une tête incroyable. Ah, mais en plus, il y a 30 ans de ça, il était plus affiné. Ouais. Et donc, ce qu'il me racontait était passionnant, mais je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Ouais. Et donc, j'ai tout vérifié. Et tout ce qu'il m'a dit était vrai. Incroyable. Et du coup, on s'est revus, et puis on est devenus potes, et puis il y a eu plein d'affaires. Et c'est vrai cette histoire, vous avez tout mangé un soir chez vous? Oui, ça c'est anecdotique. De toute façon, j'aime pas parler de ma vie de famille. Mais c'est vrai qu'un soir, ma fille vivait chez moi à l'époque, et un soir, elle avait préparé pour aller à la fac ou au lycée, ça devait être à la fac. Elle avait préparé des légumes, et moi, un soir, je rentre, je bouffe tout, et en fait, j'avais bouffé la moitié de ses plats de la semaine, donc elle n'était pas contente. Et j'ai Manu au téléphone à ce moment-là, et je venais de me faire engueuler par ma fille qui me dit, enfin quand même, t'exagères. Bon, elle avait raison d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé de votre vie de famille, ça tombe bien, c'est le moment de parler de l'escale numéro 6, 7e ciel, sur M6+, et sur W9 évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay. Michel Marie, vous êtes père d'une fille, vous êtes très très discret sur elle. Je crois qu'elle est dans la profession, si je ne me trompe pas. Non, elle n'est pas gendarme ou quelque chose comme ça? J'avais cru entendre parler de ça. Je vous en parlerai pas. Ah d'accord, vous ne parlez pas du tout de votre fille, vous n'en parlez plus aujourd'hui. D'accord, ok. Est-ce que vous avez d'autres enfants, Michel? Non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est ce qui est faux sur Internet, parce qu'on dit que votre fille a eu un souci avec... Oui, ça c'est faux, ça. Voilà, elle a eu un accident. Ça c'est faux. Alors non, ce qui est vrai, c'est que j'ai une fille, et c'est vrai que j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Mais j'ai aucun problème avec elle. Hein. Ouais, c'est juste que vous voulez préserver votre... Je veux pas l'exposer à ma Ok. publicité à moi. Ok. Donc j'ai une fille, et elle est vivante et très bien vivante. Parce qu'on a dit qu'elle avait Oui, un souci avec un TGV. j'ai vu hein, c'est ça. sur Facebook ou sur Internet ou sur je sais Ce pas qui est trop totalement quel faux. site. Et c'est totalement faux. L'accident de train ou je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça ne me concerne pas. Sans parler d'elle, est-ce que vous savez, ça a été compliqué pour elle, le fait que vous soyez exposé à la télé, Michel Marie? Oui, c'est pour ça que je veux pas en parler. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est pas forcément facile d'avoir un papa qui est médiatisé quand on est peut-être dans le milieu ou ailleurs. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. Ailleurs. Est-ce que vous avez voulu est-ce que vous avez voulu un autre enfant, Michel? Non. Non, c'était pas une Non. volonté. Bah, j'ai exercé toute ma vie un métier où j'étais absent. Ouais. Donc c'est compliqué d'avoir une vie de famille en étant absent. Elle a pas souffert de cette absence? Si, bien sûr que si, sûrement. Ouais, ça c'est toujours compliqué à gérer, évidemment. Bien sûr, c'est ingérable. Michel Marie, est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous êtes en couple? Je suis célibataire. D'accord. Sûr. Sûr. Est-ce que... parce qu'il y a un moment, vous avez eu quelqu'un, non? Je me trompe? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous cherchez la perle rare? Écoutez, franchement, sur ce point, je crois que je vais jeter l'éponge. Ah ouais? Ouais, Vous en avez marre, là. je crois que c'est trop compliqué. Ah, les gonzesses? Je crois que c'est trop compliqué. Trop compliqué? C'est quoi? C'est votre rythme de vie? C'est quoi? Mais j'en sais rien. Parce que moi, en fait. franchement, je suis une gonzesse, j'ai envie de me mettre avec vous. Ouais, mais vous n'êtes pas une gonzesse et ça tombe bien d'ailleurs. Donc c'est très bien comme ça. Ouais. Mais non, mais sérieusement, j'ai eu deux expériences sur les quelques années là, qui viennent de s'écouler, très compliquées. Ouais. Et deux expériences qui sont un peu à la fois déroutantes et désespérantes. D'accord, ok. Et je me dis qu'en fait, le train est passé. D'accord. C'est-à-dire Oh, c'est dommage. Si, de dire non, ça. non, c'est pas dommage. On fait autre chose, on passe à D'accord. autre chose. Et du coup, oui, je suis célibataire et je crois que j'ai envie de le rester. En fait. D'accord, ok. Donc du passage, quoi. Oui, éventuellement. J'adore, vous me faites rire. Michel, c'est déjà extraordinaire que vous disiez ça parce que vous êtes très très discret là-dessus. Est-ce qu'il y a votre type de femme sur le plateau? S'il y a quelqu'un qui devrait se rapprocher de votre type de femme, à peu près sur le plateau, ce serait qui? J'ai pas de type de femme. D'accord, ça peut être tout. Ça peut être. C'est le Clac. truc qui claque. Et juste la chose qui fonctionne pas à chaque fois, vous savez ce que c'est, Michel? Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez plus envie d'aller plus loin avec ça. C'est quoi? C'est le fait que est-ce que vous êtes devenu peut-être trop médiatique? Est-ce que c'est un problème avec Non, l'utilisation? ça n'a rien à voir. Non. Est-ce que vous êtes le fait que vous soyez quelqu'un qui soyez tout le temps, le fait que vous êtes tout le temps dans les faits divers, est-ce que c'est du coup elle recherche chez vous un côté paternel ou un côté où vous avez besoin Non, je crois pas. de les je crois rassurer? pas, je crois pas que ça. Non, je pense que à un moment donné, je dis l'image du train, le train est passé. D'accord.
Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas un drame. Et pourtant, Michel Marie, c'est un beau parti. On continue avec la classe affaires. C'est vrai, je sais, Michel, que... Bon, déjà, c'est Dominique Rizet qui nous l'avait dit que vous aviez été extrêmement élégant avec le nouveau détective parce que vous auriez pu empocher un très beau chèque en partant et en prenant vos années, évidemment, entre guillemets, de retraite. Et or, ça, vous n'avez pas fait ça et vous continuez à travailler de temps en temps, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Et je sais que vous, l'argent... C'est quelque chose, vous m'avez dit quelque chose de très drôle, je vais le dire, mais vous me direz s'il faut que je le coupe après. Si vous le voyez, c'est qu'il n'aura pas coupé. Vous m'avez dit tout à l'heure, bon bah écoute, faut pas que j'attende trop longtemps dans Paris, parce que quand j'ai une heure et une autre heure, je suis capable d'aller acheter, faire des achats, me faire plaisir, quoi. Oui, je crois que vous aimez la vie, quoi, par rapport à ça, quoi. Vous aimez bien les belles choses et vous faire plaisir. Oui, c'est vrai, ouais. Mais écoutez, j'ai la chance de bien gagner ma vie, de ne pas avoir d'obligations ou de personnes à charge. Pas de parents, pas d'enfants à charge. Ce que je gagne, c'est pour le dépenser. Donc, je dépense, oui. Oui, je suis un peu un panier percé. Est-ce qu'il y a un fait divers qui vous a déjà coûté cher, ou, qui vous a une planque ou quelque chose comme ça, où vous avez dû payer ou payer quelqu'un pour obtenir des informations, Michel? Non, parce que de toute façon, si j'avais dû payer quelqu'un pour obtenir des informations, c'est le journal qui l'aurait fait, c'est pas moi. Moi, j'étais salarié, détective, j'étais pas le président du journal. Et puis, c'est pas un principe de journalistique de payer pour avoir des infos. Donc, les infos, on les a à la sympathie, à l'énergie. Les plus grosses folies que vous avez fait financièrement, c'est quoi? C'est les voitures? Ouais. Vous faites acheter des belles voitures? Ouais. Quoi comme voiture? Je viens d'acheter une Porsche. Ah, bravo Michel! Eh ben, j'espère qu'on va faire un petit tour dedans. Une 2 places? Une 4 places. Ah, une 4 places! Ah bah super! Ben, on pourra venir avec Polska et puis Isabelle Morini-Musk. Ah, sympa. Donc, c'est au moins 100 000 €, quoi. Pas loin. Ouais, ok. Ça, c'est l'achat d'une vie ou c'est juste un kiff? Bah, de toute façon, si je la revends dans 1 an ou dans 2 ans, j'aurais pas perdu énormément d'argent. Et donc, il y a un investissement, évidemment, mais c'est un plaisir. Ouais. Ça aurait pu être Maserati aussi ou Ferrari? C'est des Non, marques qui vous plaisent? ouais, j'y avais pensé, mais c'est des marques qui sont très fragiles et qui nécessitent un entretien de malade. Je viens de faire une drôle de tête parce que j'ai hésité à poser la question. Je vais la faire quand même si ça va me coûter très cher. Est-ce qu'il y a une voiture que Cyril a qui vous plaît beaucoup? Alors, je connais pas tout son parc automobile, mais il a toujours des voitures de choix. Ah ouais, d'accord. Mais après, je suis pas quelqu'un de jaloux, donc lui, il a son plaisir, moi j'ai le mien. D'accord. Je pense qu'on a des plaisirs qui sont assez au niveau des voitures. Ouais, au niveau des voitures. Ouais. Il y en a une qui vous plaît bien? Ça smart. Bravo. Bravo Michel, bien répondu. Allez, on passe tout de suite à l'escale finale. Les questions crash. La zone de turbulence avec Michel Marie. Quand on s'appelle Michel Marie, on gagne combien par mois pour TBT9, évidemment? Moi, je ne l'ai jamais dit, je ne vais pas le dire aujourd'hui. C'est dans les 15 000 € à peu près, je suppose. C'est à peu près dans ces eaux-là, je suppose. Parce que moi, je suis à peu près dans les 8 9 000 €. Ah bah, je dois être comme vous, alors. C'est à peu près ça aussi? C'est plus haut. Bah, Michel, vous êtes un des... Mais non, mais j'ai une société, donc je facture. Vous arrivez quand c'est au pic, donc je suppose que vous avez un très beau salaire. Vous avez au moins le double de moi, ça. Je ne dis jamais ce que je gagne par principe. Le plus gros salaire que vous avez touché, c'était quoi? Est-ce que c'était Nouveau Détective? Vous tourniez à combien à peu près au Nouveau Détective? Dans les 10 000 € par mois? Oh non, moins que ça. Moins que ça? 6-7 000? Oh, beaucoup moins. D'accord, donc 5 000. Il y avait les frais, donc c'était compliqué. Il y a un espèce de mélange. Comme on était tout le temps en province, en fait, on ne dépensait pas d'argent personnel puisqu'on était à l'hôtel ou au restaurant. Et avec une voiture de location. Donc, ça tronque complètement le calcul. Est-ce que vous êtes aussi bien payé que Big Laoui? Je ne sais pas combien il est payé. Vous n'avez jamais posé cette question? Et je ne lui pose pas la question. D'accord. Comptez sur moi pour lui poser la question. Et moi, il ne me l'a pas demandé non plus et je ne lui répondrai pas. La chose la plus folle que vous avez fait pour avoir un scoop dans une affaire? Je ne fais pas de choses folles pour avoir des scoops. Et les scoops, c'est le moment X. Il y en a pas, on n'en fait pas 50 dans sa vie. C'est une source qui vous parle, qui vous donne... moi, je crois que le scoop que j'avais réalisé, malheureusement, il est passé un peu inaperçu. C'est quand j'avais relié les victimes de Guy Georges
Moi, j'ai un déjeuner avec un flic qui me dit « Mais t'as pas compris que tel crime et tel crime étaient reliés par le même ADN. Donc on a un tueur en série. » Et ça, je suis le premier à le sortir. Parce que dans les journaux, à l'époque, il y avait un crime à part, un autre crime à part, un autre crime encore à part, et personne ne les avait reliés. Bon, et c'est pas, j'ai pas fait de choses folles, j'ai juste mangé un plat de pâtes avec un flic qui m'a raconté ça. Donc le scoop est pas forcément lié à une histoire folle ou rarement d'ailleurs. Votre plus grosse honte? Jamais eu honte, Michel? J'ai pas le souvenir d'avoir honte. Je crois que je suis très tenu par l'éducation que j'ai reçue. Ouais. Et du coup, je fais en sorte de ne pas me retrouver dans une situation où je pourrais avoir honte. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de honte. Si vous aviez un message à passer à Cyril face caméra, vous lui diriez quoi? Bon, que j'aime travailler avec lui, mais ça, il le sait déjà. Et qu'il y a une complicité. Alors, c'est assez génial, c'est que ça monte crescendo, en fait. C'est pas tous les jours, évidemment, mais on avance. D'accord, ensemble. Un peu comme si on se connaissait de mieux en mieux. Enfin, je sais pas, il y a une complicité qui fabrique lui, hein, et c'est de plus en plus agréable de travailler avec lui. Avant de terminer cette émission, on est dans les nuages, cher Michel. Avant d'atterrir, s'il y a une personne que vous aimeriez retrouver, que vous avez perdu, vous lui diriez quoi et c'est qui? On terminera avec ça. C'est mon ami David Cloirec qui est mort l'année dernière d'un infarctus à 50 ans. Il était réalisateur pour Enquête criminelle et j'ai énormément travaillé avec lui. Et j'avais une complicité avec lui totalement folle et il nous a quittés il y a 1 an tout rond. D'accord. Et d'ailleurs ce soir on va se réunir avec quelques copains pour son souvenir. Et je lui dirais c'est trop con quoi, parce que 50 ans on ne doit pas mourir d'un infarctus, et d'autant qu'il avait été à l'hôpital peu de temps avant, juste avant de mourir. Et qu'il n'avait pas, je ne sais pas ce qu'il a fabriqué, il était tout seul, il n'a pas attendu les résultats, il est rentré chez lui, il est mort chez lui. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a une affaire qui vous a fait peur, Michel Marie? Est-ce qu'il y a un tueur qui vous a fait peur? Est-ce que vous avez eu peur une fois dans votre vie, Michel Marie? Alors oui, souvent, parce que les gens que j'ai rencontrés, les tueurs que j'ai rencontrés, sont des gens qui, par définition, peuvent vous faire peur. Alors, il y a les gens qu'on rencontre quand ils sont dans le box de la cour d'assises. Ouais. Et là, il y a quand même la police qui est là pour protéger la foule. Mais rien que le regard, moi je me souviens d'un type qui avait tué son codétenu à Rouen. Il l'avait éventré dans la nuit, il avait bouffé son cœur. Et le mec, il avait des tatouages impressionnants, c'était un fou furieux, il avait un regard de fou. Et franchement, ce mec, quand il me fixait, il me faisait peur. Je l'imaginais dans sa cellule. Mais en plus, il y avait un 3e larron dans la cellule. Donc, ça ne l'a pas dérangé. Il a été tué son codétenu et il l'a éventré avec un couteau. Incroyable. Et cette personne-là vous a fait peur? Ouais, lui, il m'avait fait peur. Bon, Fourniret, c'est un mec qui m'a fait peur aussi. Guy Georges, d'une certaine façon. En fait, c'est pas forcément le regard du criminel, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand on remet en perspective les crimes de Guy Georges, quand on remet en perspective les crimes de Fourniret, c'est juste terrifiant, quoi. Enquête criminelle est à retrouver évidemment toutes les semaines sur W9 et aussi sur M6+, avec le replay. Quant à TBT9, c'est tous les soirs du lundi au vendredi avec Cyril Hanouna. À partir de 18h45, le Jet de Luxe revient la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. On se retrouve sur W9 et évidemment sur M6+, pour les replays. Je vous embrasse très fort. Merci Michel, je vous fais un bisou, même si je sais que vous aimez pas trop que je vous fasse la bise. Tant pis, j'aime bien vous taquiner. À bientôt, ciao, dans le Jet.